bonsoir pour de vrai, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux à Grenoble ce soir. Désolé d'avoir dû changer la salle, mais on avait à la fois pas de clim là-bas, et puis à la fois on s'est vite rendu compte que ce serait beaucoup trop petit, puisqu'on a eu 120 réponses de Grenoblois qui souhaitaient, des Irois qui souhaitaient venir écouter Cédric ce soir en moins de 5 heures, donc on a changé la salle. Désolé pour le désagrément. Je salue Olivier Six, qui est référent départemental En Marche. Je salue Arnaud Bogon, qui est le référent pour le modèle. Il y a des élus qui sont là, mais je ne vais pas faire le tour, parce que sinon, on va bouffer du temps de parole à Cédric, et c'est lui que vous êtes venu écouter. Si la pariteur était là et qu'il pouvait couper le chauffage, ce serait sympa. Sinon, on va essayer de passer une bonne soirée ensemble. On est parti pour à peu près 1h30, en espérant que les conditions climatiques nous permettent de tenir aussi longtemps que ça. Je voudrais dire un mot sur Cédric, parce que Cédric, moi je le connaissais, parce que mon père est un ingénieur mathématicien qui avait acheté Théorème vivant de Cédric et qui parlait de son livre. C'était le premier fan, hélas il n'est pas là ce soir, certains le connaissent dans la salle, c'est ça, il adore les maths. Et donc je connaissais Cédric avant qu'il soit député, puis on s'était rencontrés lors de meetings de la campagne d'Emmanuel Macron vers la fin de la campagne. Et puis c'est quelqu'un avec qui j'ai eu aussi le bonheur et la chance de passer la soirée de deuxième tour à côté de la pyramide du Louvre lorsqu'il a fallu célébrer la victoire. Il y avait aussi Eric Orsena et d'autres personnes vachement sympas. Donc c'est un plaisir de retrouver Cédric au Parlement. Moi je me suis dit comment quand on est un grand scientifique comme lui, médaille Fields, quand on parcourt le monde, tu vois, petit aparté, hein, tu m'en veux pas, je suis allé dans son bureau il y a 10 jours à l'Assemblée, il a à peu près le même bureau que nous, Émilie et moi, mais alors dans son bureau, du sol au plafond, il y a des trophées, il y a des médailles, il y a des diplômes, il y a des photos avec des gens complètement incroyables que je ne savais même pas qu'on pouvait être en photo avec eux. Il a des récompenses, des araignées aussi de partout, enfin, peut-être que j'explique pourquoi les araignées, Cédric, si tu le souhaites. Et en fait, il est au Parlement comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que sur la réforme constitutionnelle, sur la question d'intelligence artificielle, il a produit un rapport qui s'occupe de ce qu'on appelle l'Office parlementaire des choix scientifiques et stratégiques. Il a produit un rapport sur l'intelligence artificielle qui est reconnu unanimement comme étant un des rapports parlementaires de la plus grande qualité qui soit. Évidemment, il ne faut pas s'en étonner vu son auteur. Il accompagne le président de la République et le Premier ministre à peu près partout. On s'est croisés, Cédric, à Pékin. On a parlé ensemble en anglais de l'intelligence artificielle en santé en Chine, dans le déplacement du président de la République. Je pourrais vous parler de Cédric pendant des heures, mais c'est pas comme ça que vous êtes venus. Puis sinon, dans une autre aventure, il brille, vous savez peut-être, l'investiture à la mairie de Paris. On n'est pas là pour parler de ça non plus ce soir, mais voilà, ça serait de la gueule quand même d'avoir un grand scientifique à la tête de la gouvernement française. Imaginez l'image et le symbole que ça représenterait pour le monde de voir que la capitale française serait dirigée par l'un des plus grands scientifiques au monde. Enfin, voilà. Ça, c'est pas mes affaires, c'est pas les nôtres ici ce soir. Donc, Cédric veut nous parler dans un contexte très particulier de toute petite canicule, de comment l'intelligence artificielle peut nous aider à améliorer la situation climatique et la situation environnementale dans notre pays, mais au-delà dans le monde. C'est toi le sachant, donc c'est à toi que je vais passer tout de suite et sans plus attendre la parole. On te remercie encore de la critique que tu nous fais ce soir. Merci, cher Olivier, merci, chère Émilie. Chers amis, c'est un plaisir d'être ce soir parmi vous. Comme on le disait dans ce contexte, dans ce petit épisode météorologique un peu intense, et on va parler un peu de sujets d'interface entre science et politique. Ça va être l'occasion de revenir un tout petit peu sur mes débuts en politique et le fameux rapport qu'évoquait Olivier tout à l'heure, et l'occasion de parler de sujets technologiques dont on parle le plus en ce moment, qui nous rabat les oreilles, l'intelligence artificielle, et du sujet de l'enjeu dont on parle le plus en ce moment, et à juste titre, l'environnement, l'écologie. Je vais limiter un exposé assez court pour garder beaucoup de temps pour les échanges en questions-réponses et le dialogue, dont on peut dire que ça constitue toujours, en 2019, la base de la politique. Quand le train En Marche est arrivé pour l'élection présidentielle de 2017, ce n'était pas mon intention de me lancer
dans l'arène nationale. Je connaissais le candidat Macron depuis 2013. J'étais très en phase avec lui et avec le mouvement sur les questions européennes, sur le besoin de dépasser les partis traditionnels et sur le besoin de rapprocher la société civile, comme on dit, les experts, ce qu'on veut, de la politique. Mais j'ai été très occupé par ailleurs à diriger un institut, finaliser les tours de table avec des millions de subventions, développer un fonds de dotation, des équipes, etc., un programme culturel, etc., etc. Et c'est ce que j'ai répondu quand les équipes du candidat Macron sont venues me chercher pour me dire est-ce que ça t'intéresserait d'être législative et tout ça et tout ça. Et j'ai dit non, je suis d'accord pour soutenir, avec des tribunes, avec des plateaux de télé, ce que vous voulez, mais j'ai plein d'autres choses à faire, je ne peux pas être candidat. Et puis, un mois ou quelque chose comme ça avant le premier tour, j'ai lu dans les journaux, ou plutôt j'ai vu sur Internet, que j'étais candidat à l'investiture pour les législatives. Tiens donc, on m'a proposé de faire un démenti, j'ai dit non, pas de démenti, je veux surtout pas que ça vienne compliquer encore plus, ne serait-ce qu'un tout petit peu, l'image du mouvement, on ne dit rien. J'allais au bureau, je dis à mon assistante, je sais de quoi vous parlez, voilà, oui, vous avez lu, vous demandez ce qui va arriver à l'Institut, oui, d'accord, vous savez, moi aussi, j'ai appris dans les journaux, gardez ça pour vous, ne dites rien à personne, tout va bien, on va s'en sortir. Évidemment, les messages de félicitations sont arrivés. Bravo pour ton courage, on est avec toi, je suis prêt à participer à ta campagne. Je suis dit, bon, il faut y réfléchir. J'ai demandé conseil à mon grand ami Jean-Pierre Bourguignon, président du European Research Council, mathématicien qui a pris des responsabilités et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a répondu, surtout ne te lance pas dans la politique. Ta parole sera déconsidérée, on attaquera tes réalisations passées, chaque fois que tu ouvriras la bouche, on pensera que tu parles au nom du parti et non plus en ton nom. Voilà. J'ai bien réfléchi à tout ça, et j'en ai conclu qu'il fallait y aller. Vous savez, c'est l'esprit de contradiction. Je veux te dire qu'on ne peut pas se satisfaire d'une situation où on fait les politiques, on ne peut pas leur faire confiance, alors que c'est eux qui ont l'action, le pouvoir, et les scientifiques, on leur accorde du respect, de la confiance, de l'image et tout ce qu'on veut, mais on ne les laisse pas aux manettes pour les décisions. Et donc, cette idée qu'il fallait mélanger, mixer, ça m'allait très bien. Bien sûr, il y avait une part de risque. Bien sûr, il a fallu discuter un coup avec les tutelles de l'Institut, etc., etc. Et finalement, j'y suis allé. Et alors, waouh! Il y en a qui connaissent la vie politique depuis plus longtemps que moi. Voilà! Qui savent le genre de bazar que c'est. Tout de suite, la campagne, et puis, même une fois qu'on a gagné la campagne, on arrive au Parlement, on voit l'emploi du temps, on croit que c'est un gag. On dit c'est pas possible qu'un système comme ça existe. Et puis le temps de comprendre ce qui vous arrive, de mettre en place votre équipe, de boucler vos comptes, de répondre à ceux qui sont déjà, alors que vous êtes en train de comprendre ce qui vous arrive, de dire que vraiment en circonscription vous êtes un ingrat, vous n'êtes pas en train de remercier les militants, vous avez déjà oublié ceux qui doivent élire, etc. Tout le bazar qu'il y a pour trouver sa place. Comprendre qu'est-ce que c'est cette maison de fous où on travaille spontanément jusqu'à 1h du matin tous les jours, jusqu'à 3h parfois, jusqu'à 5h, et où tout le monde a l'air de trouver ça normal parmi les anciens. Bon. Et puis on trouve petit à petit son trou. On fait son trou, on trouve sa place. J'ai eu la chance que pendant ma première année de mandat, on m'a confié des missions qui ont été très intéressantes, passionnantes, et qui ont été l'occasion réellement de dérouler le plan. Mettre mes talents de scientifique à contribution au service du politique. Et ce que j'ai pu faire pendant cette première année, j'aurais pas pu le faire sans ma formation scientifique, mais j'aurais pas pu le faire non plus si j'avais pas été au cœur de la politique. Parce qu'il fallait vraiment être au croisement. Et je suis pas en train de dire que
tous les députés doivent avoir suivi une formation scientifique? Bien sûr que non. Mais il en faut quelques-uns sur des sujets variés qui vont pouvoir apporter un peu de la complexité des enjeux scientifiques et technologiques au cœur de la vie politique. Pas juste en faisant des rapports, des consultations, des conseils scientifiques en étant en aller-retour, mais en étant vraiment au milieu des collègues, à leur parler jour après jour, ceci, cela, attirer leur attention, etc. Et il y avait en particulier ce rapport sur l'intelligence artificielle qui m'a été confié en septembre 2017. La mission devait durer 4 mois, elle a duré 6 et franchement c'était pas trop. Et c'était très motivant parce qu'il s'agissait en fait de mettre au point la stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle. Et de façon très emblématique, le jour de la remise du rapport, mars 2018, 29 mars 2018, était aussi le jour où le président annonçait la stratégie nationale française, reprise à 90-95% en gros des préconisations du rapport. Et puis, avec une mise en scène qui insistait bien sur l'esprit dans lequel ça s'était fait, toute une première matinée en débat où des politiques étaient mélangés à des scientifiques internationaux. On avait travaillé avec Cédric O pour un casting, un panel aussi varié et prestigieux que possible de scientifiques, qui la veille au soir avait dîné avec le président de l'Élysée. Et l'après-midi, mon petit discours de présentation, le discours du commissaire européen, Carlos Moedas, pour montrer que ça se plaçait aussi dans la perspective d'une politique européenne, le discours de la ministre fédérale allemande de la recherche, Frau Karliczek, pour montrer que ça se plaçait aussi sous le signe de la coopération franco-allemande, et le discours du président, pour montrer que l'heure était à l'action et à la mise en place de différentes mesures. Les 3 mots-clés que j'avais choisi de mettre en avant pour mon rapport étaient expérimentation, partage et souveraineté. 3 mots-clés qui sont complètement d'actualité quand on parle d'intelligence artificielle, mais qui à coup sûr ne l'auraient pas été il y a, 20 ans, 25 ans, parce que, entre-temps, l'intelligence artificielle a changé complètement. Changé de technique, de sens et d'impact. Première fois que j'ai entendu parler d'intelligence artificielle, c'était quand j'étais adolescent, dévorant les ouvrages de science écrits dans un but de vulgarisation, et en particulier ceux d'un de mes auteurs préférés, m'a beaucoup influencé dans ma façon de présenter les sciences, Douglas Hofstadter. Il est l'auteur de Gödel et Cherepak, peut-être certains d'entre vous ont vu passer ça, grand auteur des années 80, et dans ses ouvrages, on parle d'intelligence artificielle, d'Alan Turing, de sujets tels que la science du raisonnement, qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que la logique. Il y avait même des exemples de programmes dans ce langage qui à l'époque était censé être le nec plus ultra de l'intelligence artificielle, le Lisp, avec ses cortèges de parenthèses ouvrant des boîtes, je vois, il y a ceux qui... On reconnaît ceux qui ont la télé. Et les accolades, mais ces parenthèses qui ferment, ça m'est arrivé. J'ai une toute petite expérience de programmation en Lisp. Je me souviens, cette fois où on devait rendre notre copie un jour d'examen à l'ENS, 3h du matin, avec mon collègue, le moment où on a trouvé enfin où était la parenthèse manquante qui faisait planter tout le programme. Ça, c'était avant, c'était les années 80. Et à cette époque-là, les gouvernements, les politiques en général s'en foutaient complètement de l'intelligence artificielle. Pas leur affaire. Et l'IA, c'était un sujet dans lequel on parlait beaucoup de logique, de compréhension, de sens, de l'intelligence, de l'humanité. Maintenant, l'affaire est complètement différente. L'IA, c'est un domaine où la question est plus de comprendre pourquoi, mais comment on va faire ça, qu'est-ce qu'on va faire, pour quelles applications. C'est un sujet dans lequel on ne se préoccupe plus du tout de construire une machine intelligente, ni même de ce que c'est que l'intelligence, mais où on parle d'efficacité. Et
où on a découvert que beaucoup de tâches qu'on aurait cru réservées à quelque chose qui développe une certaine intelligence, finalement, on peut les accomplir sans intelligence, à condition d'avoir suffisamment de cas d'usage, suffisamment de bases de données, suffisamment de traitements statistiques. J'exagère un petit peu, mais ça a été la grande leçon. Pour prendre un exemple particulier, d'abord, je n'ai toujours pas donné de définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas de bonne définition. Intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est toute solution sophistiquée qui vous permet de faire une tâche dépendant de beaucoup de paramètres, évolutifs, complexes, personnalisables, dont on aurait cru qu'il faut de l'intelligence pour la faire. Rendre un diagnostic à partir de données médicales, traduire un texte du grec au russe, reconnaître automatiquement sur une image si ce qu'on voit c'est un pont ou un chat ou une autruche, conduire une voiture toute seule en se faufilant, en évitant les autres voitures, conduire une voiture automatiquement, reconnaître automatiquement sur une photo de plante quelle est la maladie dont elle souffre. Tout ça, c'est des tâches dont on se disait, là, il faut de l'intelligence, des compétences, il faut avoir passé un permis, avoir fait des études, avoir après fait la traduction et tout ça. Et maintenant, ce sont des tâches qu'on sait réaliser de façon automatique, algorithmique. Et sans avoir compris le cœur de ces tâches. Par exemple, l'algorithme qui va reconnaître sur votre image médicale s'il y a un cancer ou pas, il n'a aucune idée de ce que c'est qu'un cancer, un patient ou un signe spécifique qui fait qu'une tumeur est là. Mais il a vu passer des milliers d'images cancéreuses, des milliers d'images non cancéreuses, et il sait reconnaître que la nouvelle image qui arrive est plus proche de celle-ci ou de celle-là, et il en tire une conclusion, une indication. L'algorithme qui va vous faire une première ébauche de traduction de telle langue vers telle langue, c'est pas non plus vraiment ce que sont les règles de grammaire ou de syntaxe, mais il a déjà vu passer tellement d'exemples de traduction qu'il s'adapte, il imite ce qu'il a déjà vu. Alors, vous voyez ici que derrière ce qu'on appelle IA, il y a des façons de penser extrêmement diverses. Il y a 30 ans, quand on parlait d'intelligence artificielle, on pensait à un système qui a une certaine dose de savoir, qui sait reconnaître certains signes, qui base ses conclusions sur des raisonnements, des conclusions. On parlait souvent de système expert. Et aujourd'hui, pas forcément. Il ne s'agit pas de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du mécanisme, mais de voir les résultats et de les reproduire. Et on a des techniques dites d'apprentissage qui permettent à l'algorithme de reproduire le résultat d'une expérience, d'un traducteur, d'un diagnostic, sans comprendre les raisons qui ont amené à ce résultat ou ce diagnostic. On peut dire que c'est une démarche anti-scientifique à la fin. Démarche scientifique, c'est d'essayer de comprendre les causes du résultat. Le procès est un peu dur, mais il y a un peu de ça. Et c'est aussi comme ça que nous procédons dans notre façon d'apprendre. Un petit enfant qui apprend la langue ne connaît pas la syntaxe, la grammaire, s'en fiche complètement. Il apprend par l'exemple, en imitant. Et beaucoup des systèmes aujourd'hui d'intelligence artificielle apprennent aussi en imitant sans comprendre le fond. Et le succès actuel de ces algorithmes d'IA est en grande partie une surprise. Il y a 10 ans, on ne s'attendait pas à ce que les logiciels de reconnaissance automatique de cancer, par exemple, soient aussi performants qu'ils le sont maintenant. Et il y a eu des grandes surprises dans la mise en œuvre. On sait faire des programmes qui jouent au Go mieux que n'importe quel humain n'a jamais fait, et probablement que n'importe quel humain ne le fera jamais. Mais on ne sait toujours pas faire de programme qui ait les compétences d'un instituteur. Ce qui semblait être une rareté, personne capable de faire un diagnostic élaboré, finalement se trouve reproductible, et ce qu'on avait tendance à considérer comme commun peut-être,
On se dit souvent à tort que l'instituteur, tout le monde peut faire ça, à tort parce qu'en vrai c'est un travail épuisant et qui demande un engagement sans faille. Si vous n'avez pas les enfants, changez de métier, c'est sûr. Et on ne sait pas faire une machine, un robot, un algorithme qui assure ces tâches-là. Finalement, on découvre que les tâches sont plus ou moins complexes et qu'on avait possiblement surestimé ou sous-estimé la complexité et que même de façon générale, on avait surestimé ou sous-estimé la complexité de certains phénomènes. On s'est rendu compte qu'un truc aussi complexe que la personnalité, on pouvait le modéliser avec 5 paramètres et sont arrivés des modèles, ceux qui ont été utilisés pour tenter de manipuler le vote du Brexit, par exemple, basés sur seulement 5 paramètres. Etc. Alors, comme vous voyez, le débat a changé, et là où les théoriciens étaient extrêmement pressés à tenter de comprendre quels sont les ressorts profonds, qu'est-ce qui fait qu'on va résoudre le problème de la décision, le problème du choix, le problème de l'analyse, finalement la bataille a pris un tour beaucoup plus pragmatique. Qu'est-ce qu'on va réaliser? Qu'est-ce qu'on ne va pas réaliser? Et c'est pour ça que le premier mot-clé, je vous le disais tout à l'heure, celui que j'avais choisi de mettre en avant, c'était expérimentation. Le tour extrêmement pragmatique qu'a pris la recherche et la réalisation en IA a été une grande surprise. Et dans bien des domaines, le sujet numéro 1 sur l'IA, c'est plus de savoir quel est l'algorithme qu'on va mettre en tête, on a plein d'algorithmes sophistiqués, c'est quelles conditions on va réunir pour faire l'expérimentation. Quelles données, quels problèmes, quels acteurs, qui va être en confiance pour faire les expériences avec nous. Deuxième mot-clé, partage. Premièrement, le partage des compétences. L'IA, c'est un domaine pragmatique et qui se fait énormément en dialogue, en interaction entre le concepteur et l'usager. Et c'est la grande différence entre la première vague de révolution numérique et la deuxième vague, ou la vague actuelle. Quand il s'agit de faire la révolution numérique, on a cherché des outils qui s'adaptent à tout. Les mêmes tableaux Excel et les mêmes traitements de texte sont retrouvés, utilisés par les gendarmes, ou les médecins, ou les avocats. Mais les outils d'intelligence artificielle chargés de rendre des décisions seront différents selon qu'ils sont destinés à des gendarmes, ou des médecins ou des avocats, et seront mis au point avec le concours de la gendarmerie, des barreaux, plus ou moins d'ailleurs allant sur les expériences, et de l'ordre des médecins, avec la volonté, avec le besoin de mettre en avant l'expérience et les cas d'usage. Ce qui veut dire que profondément, l'intelligence artificielle est un sujet interdisciplinaire, où il faut du mariage de disciplines. Pour donner un exemple de ce qui peut amener à ces développements, je fais partie de l'un des animateurs d'un groupe de travail entre académies, Académie des sciences et Académie de médecine, sur le thème intelligence artificielle plus médecine, se réunit tous les mois avec beaucoup d'invités au fur et à mesure. Et vraiment, la clé, c'est ça, mettre ensemble les gens qui s'y connaissent en algorithmique et les gens qui s'y connaissent en médecine, et inviter autant que possible les experts et discuter ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est bien physiquement, dans la même pièce. Et ça ne serait pas fait si un jour je n'avais pas rencontré un des professeurs de l'Académie de médecine, Bernard Nordinger, dans un jury qui m'a dit qu'il faut absolument qu'on monte un groupe de travail ensemble, parce que là, il y a une direction d'avenir dont il faut que les académies s'emparent. Donc, interdisciplinarité. C'est avec ça en tête que dans le rapport, on avait proposé que soient mis en place en France des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle par regroupement de forces existantes et ajout de moyens dédiés, où des institutions différentes se parlent
et qui est une sorte de label d'excellence intelligence artificielle. Chers amis, réjouissez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, mais beaucoup de gens ici dans la salle le savent, Grenoble a été l'un des 4 lauréats de cet appel d'offres, aux côtés de Nice, Paris et Toulouse. Et ça vient récompenser un écosystème dans lequel on a énormément de monde qui discute les uns avec les autres, hardware, software, écosystème industriel, écosystème de recherche, et à qui on fait confiance pour produire certaines des réalisations les plus emblématiques en IA. Partage, c'est le partage des compétences, c'est aussi le partage des données. Les données, c'est pas juste quelque chose de technique qu'on s'échange selon certains protocoles. Ça renvoie à la culture et de façon énorme à la confiance. Ça change énormément d'un pays à l'autre. Le débat sur les données n'est pas le même en France, ou en Suède, ou en Chine. Correspond à des façons différentes d'envisager la connaissance, la planification et surtout les possibles contrôles, registres par les pouvoirs publics. Autant on a besoin de partage de données le plus large possible pour développer par croisement de données des outils d'intelligence artificielle, autant il faut être conscient que le partage de données ne se décrète pas, on peut que le faciliter. Il arrive que si 2 départements d'une même entreprise ne se font pas confiance, ils ne partageront juste pas les données. Que dire alors du partage de données entre entreprises, entre pays, entre domaines différents? C'est toute une affaire de confiance à organiser. Et c'est dans cet esprit que, par exemple, a été mise en place dans le domaine de la santé l'organisation nationale d'une plateforme de données de santé où l'État est destiné à être tiers de confiance pour collecter les données de nombreux acteurs qui ne se feraient pas confiance directement pour se partager les informations. 3e mot-clé, souveraineté. Souveraineté, c'est celle de l'humain par rapport à la machine. Qu'est-ce qu'on veut garder pour nous? Qu'est-ce qu'on veut déléguer? Quels sont les modèles qui nous apparaissent éthiques ou pas? Et souveraineté, c'est aussi la souveraineté entre nations, entre pays, entre régions du monde. On est dans un contexte où beaucoup de commentateurs du monde de l'innovation et de l'économie ont déjà rendu leur verdict en disant que nous sommes dans une époque de nouvelle guerre froide économico-technologique où les 2 géants sont les États-Unis et la Chine qui cherchent à capter tout ce qui est possible de capter en matière de données, de moyens de calcul et de ressources humaines, et où le reste joue un rôle subalterne ou colonisé. Tout le reste du monde, c'est en gros 10%, Europe comprise, en gros 10% des investissements mondiaux en intelligence artificielle. Pas du tout à la hauteur de l'excellence en recherche et en technologie de l'Europe. On est ici sur une vraie question de souveraineté avec des enjeux tels que comment va-t-on garder nos chercheurs dans des entreprises ou institutions européennes ou s'ils partent, ce qui est excellent pour voir en grand comment faire en sorte qu'ils puissent revenir à un moment. Comment éviter que tous les produits qui seront développés en intelligence artificielle et qui deviendront la coqueluche de tas d'entreprises qui sont développées uniquement hors d'Europe. Comment éviter que les investissements se concentrent forcément sur les mêmes suspects usuels que j'ai déjà cités. Et un grand enjeu pour l'Europe qui est de s'unir en la matière, en travaillant sur une meilleure coordination, avec un niveau de la Commission européenne qui sait en quelques années, qui s'est saisi des enjeux de façon très claire, des coopérations entre États dont on a compris avec le cerveau la nécessité, mais dont on n'est pas encore capable en toute confiance de les mettre en œuvre. Et là encore, sur ce point de souveraineté comme sur les autres,
Le vrai grand enjeu, ce n'est pas une question de technologie meilleure que les autres, c'est un enjeu de confiance et de avec qui on a envie de travailler. S'il y a deux choses à retenir sur l'IA moderne, c'est avant c'était un sujet de spécialiste, maintenant c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et la deuxième, c'est actuellement les verrous, les grands points bloquants, ce n'est pas des questions techniques, c'est des questions humaines. Des questions de confiance, des questions de rapport des uns avec les autres. Pour en venir maintenant sur le thème sur lequel je voulais plus particulièrement insister, l'application de l'IA au grand enjeu de l'écologie. Premier, d'un côté on a l'IA, couteau suisse multi-usage qu'on peut appliquer à tout. De l'autre côté, l'environnement, la plus grande crise dans laquelle est plongée l'humanité est le premier des enjeux qui se pose à nous. Il est naturel de tout mettre en œuvre pour utiliser l'un au profit de l'autre. Il y a toute une variété d'applications et d'entreprises qui se développent et dont le but est de travailler sur le renforcement de l'harmonie entre l'homme et la nature avec de la technologie. Pas un point de vue habituel, et d'ailleurs le ministère de l'Environnement a le plus grand mal à s'en saisir, parce que traditionnellement, on a plutôt vu la technologie comme se mettant en travers de l'homme et de la nature, venant gêner la relation. Et un certain nombre de tendances écologiques se sont construites contre le développement technologique. Alors, qu'est-ce que ça va être, ces développements ici, pour l'environnement? Très variés. Toutes sortes de logiciels visant à la sobriété, visant à économiser les dépenses d'énergie, à récupérer la chaleur. Il n'y a pas longtemps, dans ma circonscription, en Essonne, j'ai assisté à l'inauguration d'un système de chaud et froid où on utilise de la chaleur de géothermie pour redistribuer la chaleur un peu partout. Il y a des questions physiques, bien sûr, thermodynamiques, mais il y a aussi des questions logicielles, des questions algorithmiques. Comment distribuer, selon quel principe, etc. D'autres exemples d'applications en écologie, ça va être comment mettre en œuvre plusieurs sources d'énergie, comment organiser leur transport, leur report, leur combinaison, comment aménager au mieux, comment détecter et selon quels critères les bâtiments qui vont être les pires passoires énergétiques et quels sont les critères les plus importants pour leur rénovation. Quels sont les endroits où il sera plus efficace de mettre des panneaux solaires? Ça pourrait être aussi des questions telles que comment aider les agriculteurs à faire leur récolte au meilleur moment, leur donner des outils pour détecter les maladies automatiquement, voire des petits robots pour faire du désherbage manuel sans engrais. Ou tout est possible, il n'y a pas longtemps, dans un beau salon qui s'appelle la Ferme Digitale, un salon organisé par la Ferme Digitale, il y avait un stand qui présentait son collier de bien-être bovin, le collier que vous mettez au cours du cou de vos vaches de votre troupeau, pour vous alerter quand il y en a une qui est en souffrance ou qui n'est pas heureuse. Et on voit sur ce type d'application que ça va vraiment aller dans toutes sortes d'usages. On a pourtant une nature ambivalente de l'intelligence artificielle par rapport à l'environnement. Certes, beaucoup d'outils qui vont nous aider à mieux être en harmonie avec la nature, à mieux économiser tout ce qu'on veut, mais en même temps, technologie ou un domaine dans son ensemble, l'algorithmique, qui pose de graves soucis à l'environnement et qui demande qu'on le maîtrise très attentivement. Vous pouvez lire le récent rapport du Shift Project consacré à ce domaine. On pense à l'informatique comme à quelque chose de dématérialisé, hein. C'est dans l'air, l'informatique. En vrai, à la fin des fins, ce sont des serveurs, des grands centres de calcul, des supercalculateurs
qui consomment une énergie phénoménale, dégagent énormément de chaleur. Ah, il y a 80 ans, il y a 30 ans, dans les années 80, tout le monde s'en foutait de l'énergie dégagée par les ordinateurs. Ce n'était pas un problème. Maintenant, c'en est un. Si les courbes de consommation énergétique du secteur informatique continuent à ce rythme, en 2040, ça excédera la production d'énergie de la Terre entière. Si les courbes d'exploitation des matières premières, des terres rares et de certains matériaux indispensables à l'informatique continuent, ça sera épuisé à l'échelle de quelques décennies. Et donc on a un vrai besoin de sobriété en la matière, de maîtrise du hardware. On arrive à des situations telles que, rien que dans les grands centres de calcul, récemment j'ai visité un synchrotron dans lequel il y avait bien sûr des énormes centres de stockage de données, rien que l'énergie dépensée pour maintenir les données était déraisonnable et en croissance exponentielle. Et amener l'infrastructure à se dire, voilà, comment on va travailler pour réduire nos données massivement, pour éliminer tout ce dont on ne sert pas, et ainsi de suite. Pendant des années, on a dit, la quantité de données augmente à travers le monde, c'est phénoménal, avec ça va prendre plein de choses, et maintenant on dit, on est en train d'en avoir juste trop. L'empreinte écologique de la simple maintien et de la fouille de données va être un vrai problème. Et avec des enjeux, et ici à Grenoble, très bien placé par rapport à ça, parce que c'est l'un des endroits dans le monde où on est le plus au point sur la recherche au niveau du matériel, au niveau des puces, au niveau des architectures, par rapport à le lien entre hardware et informatique, recherche de sobriété, recherche d'algorithmes qui peuvent reconnaître les choses, effectuer leurs tâches avec une consommation d'énergie la plus faible possible. Tout à l'heure, on a vu quelques démonstrations au CEIT, ça essaie de gagner des facteurs 1000 sur la dépense énergétique. Et je vais conclure là-dessus. Pour le bien de la planète, la sobriété aussi dans le domaine informatique va devenir un enjeu majeur. Chers amis, merci pour votre attention. En avant pour les questions. Je vous remercie de me donner la parole. Je fais partie des gens qui tout à l'heure ont distribué un texte que je vois dans le rang là. Je fais partie de Pièces et Main-d'œuvre, qui est une activité de critique des technologies et Grenoble depuis une vingtaine d'années. Et moi, comme M. Véran, je voudrais rendre hommage à un grand mathématicien, un véritable original, un artiste. Je veux parler d'Alexandre Grothendieck, médaille fille de mathématiques en 1971, fondateur d'un groupe qui s'appelait Survivre et Libre. Et dans la leçon inaugurale au Collège de France le 3 novembre 1971, 66, pardon. 66, voilà. Merci. Évidemment, M. Villani n'est pas fâché avec les chiffres. Et moi, j'ai toujours le sentiment d'être un footballeur français en Turquie. Ceci dit, la leçon inaugurale au Collège de France du 3 novembre 1971 a été annulée sous la pression des autres professeurs du Collège de France. Et elle portait comme titre « Science et technologie », c'est une question, oui. Science et technologie dans la crise évolutionniste actuelle, allons-nous continuer la recherche scientifique? Par ailleurs, Alexandre Grothendieck a été le fondateur d'un groupe et d'un journal qui s'appelait Survivre et Vivre en 1971. C'est-à-dire qu'en 1971, Alexandre Grothendieck avait déjà posé la question dans les termes corrects. Donc nous avons perdu un demi-siècle. Et ce demi-siècle a été perdu par des gens qui ne voulaient pas entendre
Alexandre Grothendieck, qui était un véritable original. La question, là. Oh. La question, c'est une remise en question. Monsieur Milani a l'habitude des réunions publiques, il peut accepter ça. Merci, monsieur Milani. Et puis, je dirais quelques mots, mais j'apprécie qu'on évoque Alexandre Grothendieck, qui, outre son caractère génial, était une personnalité généreuse comme on n'en fait peu. Voilà. Et non seulement il était tout ça, mais en plus, comme son lointain successeur, M. Milani, il se préoccupait d'éclairer le politique sur les aperçus scientifiques, technologiques et industriels de ses décisions. Simplement, il ne se faisait pas élire député, il n'allait pas faire des conférences à Pékin. Déconnectez-le. La question. Vous avez la chance qu'à même vous avez et M. Milani et moi. Déconnectez-le. Merci de votre accueil. Donc, on va conclure. Donc, ma conclusion, c'est que, mis à part le cas exceptionnel, le cas unique d'Alexandre Grothendieck, l'appareil scientifique en général et ses employés sont des imposteurs. Et ça fait un demi-siècle que vous poursuivez une fuite en avant suicidaire sur laquelle vous avez été dûment alerté. Et la seule solution que vous nous proposez maintenant à tous ces désastres causés par vos innovations et vos technologies, c'est de faire encore plus d'innovation et encore plus de technologie. Vous notez qu'on est dans un système démocratique où chacun a le droit de parler, chacun a le droit de s'écouter, donc vous allez faire le temps de parler, après on va faire d'autres questions dans la salle. Merci. On va prendre une salle de questions. Voilà, merci. Aussi pour que possible, bien sûr. Sobriété dans les interventions, il y a beaucoup de mains levées, s'il vous plaît. Ça marche, je vais faire ça en une quarantaine de secondes. Tout d'abord, je suis très content que les scientifiques fassent partie du monde politique. J'apprécie ça et j'aime beaucoup votre personnalité. Je vais commencer par dire que, de mon point de vue, l'intelligence artificielle, en fait, la nature sait déjà faire tout ce que l'intelligence artificielle prétend pouvoir faire, simplement le fait avec une autre réalité. Les phrases qui vont suivre peuvent paraître arrogantes, mais moi je trouve que ça fait sens. Mes parents m'ont mis au monde où ils détruisent la planète comme si, une fois devenu grand, j'étais censé changer de planète. Ils ont la tête sur les épaules, ils veulent partir dans l'espace. Moi j'ai la tête dans les étoiles et je vois la Terre qui crame. Alors on le sait, une partie de l'intelligence artificielle va être utilisée pour la conquête spatiale et peut-être le Graal, Mars, pour terraformer Mars. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que 99% des êtres humains ne sont pas aujourd'hui en capacité de terraformer la Terre. Pour une raison simple, nous sommes sur la planète Terre, tous les êtres vivants sont interconnectés. Quand un arbre pousse, il prend de l'énergie dans la Terre, et le jour de sa mort, il va rendre à la Terre plus d'énergie que ce qu'il lui a prise. Donc, chaque être vivant crée un bénéfice énergétique. Les êtres humains, dès qu'on met un pied devant l'autre, on crée une dette énergétique. Alors ma question est la suivante, et clairement, c'est pas pour choquer ou quoi, mais c'est ce que vous pensez sincèrement que l'intelligence artificielle pourrait permettre à l'être humain d'accéder à la création de bénéfices énergétiques plutôt que de rester en permanence sur une création de dette énergétique. Sinon, comme le bio, comme le label bio, c'est pour moi uniquement juste pour prolonger, comment dire, faire des prolongations. Merci. C'est pas grave. Je vais peut-être être un peu plus sobre de ce qui a été dit avant. On est à Grenoble aujourd'hui sur les terres d'un autre scientifique. Je ne suis pas dans le passé, scientifique contemporain, Aurélien Barraud. Je suis un peu déçu de ne pas le voir dans la salle. Qui est, lui, partisan, au travers de ses discours, de ses livres, de son engagement, d'un système de décroissance qui permettrait, qui serait en fait l'unique système qui donne solution à ce problème d'écologie et d'environnement qu'on a aujourd'hui.
Monsieur Villani, qu'est-ce que vous pensez de cette décroissance? Je sais d'avance que pour vous, ce n'est pas évidemment la seule solution, parce qu'on est ici, la République en marche de Grenoble, un parti progressiste, mais je voudrais savoir peut-être à quoi pourrait ressembler une croissance verte. Merci. Allez, on en prend encore deux autres. Les chefs. Enfin, moi, je ne suis pas scientifique. Je voudrais simplement, voilà, monsieur, faut pas, imaginez pas que, je sais pas, je pense que pour monsieur Villani, c'est pareil. Imaginez pas qu'on soit des gens arrogants. On pense qu'on a la solution et que non, il n'y aura pas de problème. Moi, des doutes, j'en ai tous les jours, voyez-vous. Tous les jours, je me pose des questions. Ça n'empêche pas d'être marché. Mais je vais quand même vous dire un truc. Voilà. Vous voyez, je circule à vélo. Et formidable. Mais si vous saviez le nombre de fois où je suis en colère contre tous les gens qui, aujourd'hui, mettent leur clim là, à Grenoble, alors qu'il n'y a pas de raison de le faire parce qu'on n'est pas sur l'autoroute. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que la question c'est, non mais vous, je suis désolée, c'est agressif ce que vous faites. Voilà, parce que n'imaginez pas, comme M. Villani, qu'on pense qu'on a la solution, voyez-vous, on est dans le doute, on connaît aussi comme vous les interrogations. Mais moi, je ne vais pas me suicider, figurez-vous. Mais je vais vous dire une chose, le problème, c'est que les gens sont identiques, ils sont tout le temps en train de critiquer les politiques. La question. Je termine la sobriété et une question surtout pour M. Villani qui me fait l'honneur d'être là. Eh bien, M. Villani, voilà, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez du doute par rapport à ce que vous dites? Ah, d'accord. Le suicide est en marche. Oui. Ne vous inquiétez pas, le suicide est en marche. Que les esprits s'appellent. Un de mes pères de ma pensée est René Dumont. Le père de ma pensée. Pour cela, aujourd'hui, je suis là. Je suis là avec Olivier, pour soutenir dans son action. Et puis, je pense que cette action est intelligente. Alors maintenant, je vais en venir à la question. La connaissance, vous savez, se partage et se multiplie. Nous sommes à la préhistoire de l'intelligence artificielle. On parle d'intelligence artificielle. Le cerveau humain, dans sa globalité, est infiniment puissant, on le sait. La capacité d'un cerveau n'est pas quantifiable, vous le savez aussi. Et l'intelligence artificielle ne dispose que des informations que l'homme, par son intelligence, lui a données. Alors, moi, j'accueille le sujet dans la pratique de somatothérapeute, parce que c'est du temps assez de mettre des mots sur les mots pour donner du sens à la question, pour donner du sens à la vie. Merci. Alors, la question que je pose, c'est de comprendre, c'est déjà agir. En cela, combien de temps vous pensez, à l'heure de la nanométrie, en mathématiques, qu'on va pouvoir dépasser la capacité qu'on a nous avec notre cerveau, qui est atrophié par le libéralisme ravageur, etc. Bon, réponds. Merci. Oui, Cédric, par rapport à la dernière question sur le caractère très dispendieux, très dépensier du hard, qui va dépenser beaucoup d'énergie, il y a une ouverture très importante sur laquelle j'aimerais que tu t'exprimes. C'est celle qui consiste à dire que le hard aujourd'hui, c'est le support d'exécution des algorithmes du logiciel, et que demain, ce sera peut-être bio-inspiré. Et peut-être c'est ça l'issue au caractère extrêmement énergivore du hard aujourd'hui. Allez, on va se lancer dans cette première salle, après on va encore d'autres. Et... Cédric, tu prends un quart de feu, tu as 10 minutes. Ouais, voilà. Après on se lancera dans d'autres salles. Visiblement, il y a beaucoup de monde qui a des questions. Et c'est toujours bien. Ça veut dire que l'échange est intense. Plusieurs des questions ont trait
problème général de l'homme par rapport au progrès technologique, par rapport à ce que vous avez appelé fuite en avant, l'idée de toujours plus d'innovation est cette idée effectivement que plus nos problèmes sont grands, plus il va falloir déployer de ressources scientifiques et technologiques pour les résoudre. D'ailleurs, vous ne savez peut-être pas que c'est le vrai sens de ce qu'on appelle, de ce qui est inscrit dans la Constitution comme principe de précaution. Le principe de précaution, c'est pas dire, quand on est en phase de doute, on se retient de mener une expérience, c'est dire, face à un danger, on met en œuvre tout ce qu'on peut en matière en particulier de ressources scientifiques et technologiques pour prévenir le danger et le maîtriser. Dans le cadre du changement climatique, par exemple, changement irréversible qui peut affecter l'environnement, il y a cette idée qu'on a le devoir de chercher toutes les voies possibles pour mettre en place des mécanismes qui préviendront ou adouciront ce réchauffement climatique. Le truc qu'il faut bien voir et comprendre, c'est que l'innovation, le développement des sciences, il est comme consubstantiel à l'humain, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Personne ne va se mettre en place, aucun pays va se mettre en peine de freiner le développement. On est en train de le faire, aussitôt d'autres pays prendront la relève. En matière d'intelligence artificielle, l'affaire est très claire. Il y a plein de dangers dans l'usage de l'IA, oui, et plein de cas d'école sur le fait qu'on puisse utiliser des algorithmes d'une façon qui est néfaste, qui est toxique, soit que ça aliène certains humains, soit que ça donne des décisions erronées. Et on a des ouvrages, je pense au bel ouvrage de Cathy O'Neill, qui elle aussi était invitée le jour de la remise du rapport au président, qui vous montre chapitre après chapitre comme ça peut être dangereux. Pour autant, la réponse n'est pas de dire on va arrêter de développer. La réponse est de dire on va s'occuper de canaliser le développement, mettre des garde-fous, des règles, et développer les choses avec nos valeurs et avec ce qu'on pense être bien. Sinon, d'autres vont se charger de développer, ça sera les États-Unis, ça sera la Chine. On préfère mettre en place, chercher la solution nous-mêmes, plutôt que laisser d'autres nous donner les outils. En ce qui concerne le matériel informatique, très clairement aussi, je préfère qu'ici on s'occupe de mettre au point des architectures aussi économes que possible, que de laisser les constructeurs d'architecture aussi gourmandes que possible continuer à dominer le marché économique. Par rapport à la question croissance verte, waouh, l'affaire est compliquée. Le cas n'est pas encore tranché. D'abord, il est clair que croissance est un concept qui est insatisfaisant parce qu'il est très quantitatif et que dans la vraie vie, on sait que la croissance n'est pas tant que ça corrélé au bien-être et au bonheur. On sait qu'il y a plein de façons néfastes d'augmenter la croissance, ne serait-ce que des guerres. On sait aussi que certains des pays qui ont une croissance forte ont aussi des pays avec une forte souffrance ou un stress extraordinaire. En même temps, chaque fois qu'on a essayé de trouver d'autres indicateurs pour mettre en place dans les modèles économiques, on s'est heurté à d'autres problèmes, ces indicateurs qui étaient trop mous ou trop flous, et finalement, on est un peu désemparé par rapport à la question de trouver de bons concepts de croissance. Il est très clair qu'on a besoin d'aller vers plus de sobriété. Et par exemple, pour parler d'agriculture, le projet agricole de demain, c'est un projet dans lequel on utilise aussi peu que possible de chimie. Il y a eu une époque, il n'y a pas si longtemps, où dans les écoles d'agronomie,
on enseignait la science triomphante sur la nature et les bons engrais qui allaient donner les bonnes possibilités sans cas nuisibles. Maintenant, c'est très clair, et on le voit aussi dans les évolutions au CNRS, à l'INRA ou ailleurs. Le rêve, le progrès, ça sera une agriculture sans engrais de synthèse, sans phytosanitaire. Et il y a des expériences qui sont en cours là-dessus aussi. Et de ce point de vue, sur ce secteur, ça sera une forme de décroissance, au sens où on utilisera aussi peu que possible et moins que possible, moins de chimie. Et la quête de la sobriété, ça va être un des enjeux majeurs dans les années et décennies à venir, sans aucun doute. Est-ce que j'ai noté sur cette question? Accéder à la création, bénéfices énergétiques, prolongation, c'était votre question là-bas? Redites-moi la question juste. Oui. Oui, oui. Au niveau de l'énergie, comme on sait, d'une part, si on arrive à capter, utiliser, stocker et transporter l'énergie solaire, on en a bien plus qu'assez pour subvenir à tous nos besoins. Si on biosource, la création de cette technologie sur la biosource, empreinte du carbone, qui servira une fois construite à optimiser, et du coup, par des économies d'énergie, au bout de combien d'années on aura pris d'ajouter ça pour arriver sur tous les bénéfices énergétiques. Donc, sur la quête, comme on fait actuellement, la maladie de la nation. Alors là, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui est très complexe et répondre à ça, on le voit sur les modèles, par exemple quand on se demande quel est le vrai coût environnemental d'une voiture électrique, l'affaire est complexe et savoir en combien de temps est-ce que le vrai bilan complet de la voiture électrique il sera positif. Ça dépend aussi d'où viennent les batteries, de la façon de se fabriquer, ça va dépendre de l'industrie qui est derrière. C'est extraordinairement complexe. J'ai pas de réponse à me donner, je suis même pas sûr que quelqu'un ait la réponse. Pardon? Ah bah, on est parti pour le faire en améliorant les choses. Et également, par exemple, vous savez que ça fait partie aussi du débat sur l'hydrogène, le fait que les modèles, il y a de plus en plus de monde qui pense que la solution propre de mobilité dans l'avenir, c'est pas la voiture électrique, mais la voiture à hydrogène. Et pour savoir, pour départager les deux, c'est les experts eux-mêmes s'affrontent. Prenez le rapport Pelata sur la mobilité, on voit qu'il ne croit pas tellement en l'hydrogène, il dit qu'il va falloir très longtemps avant que la technologie soit au point. Mais vous voyez, vous prenez d'autres rapports, on vous dit l'hydrogène, c'est certainement ça qui va s'imposer, avec les inconnus qui sont combien de temps va demander le développement technologique, le fait en particulier de pouvoir utiliser l'hydrogène sur des véhicules relativement petits. Et là, on se retrouve face à des questions habituelles de développement, on ne sait pas combien de temps va prendre le développement de la solution meilleure. On peut aussi dire à toute l'humanité d'un coup, arrêtez de bouger, on va juste pas le faire. On va juste pas le faire. On a là nos milliards et milliards d'êtres humains avec chacun leur économie, leur développement et tout ce qu'on veut. Il n'y a pas, jusqu'aux dernières nouvelles, de dictature globale mondiale, mais un ensemble de pays dont il faut tous tenir compte. Et si on n'apporte pas des solutions qui se répandront sur le terrain partout dans le monde, ça ne fonctionnera juste pas. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça fonctionne vraiment. Pour l'instant, on est sur une trajectoire qui n'est pas soutenable, les scientifiques nous disent. Si on continue comme c'est maintenant, avec la démographie actuelle, avec les dépenses d'énergie actuelles, tout ça, si on extrapole les courbes, chose claire, on va juste dans le mur. C'est clair. Mais surtout avec l'extension des objets connectés. Alors, les objets connectés sont ambivalents eux aussi, apportent des bienfaits. Sans objets connectés, on n'aurait pas aujourd'hui des solutions de contrôle de l'insuline telles qui ont changé la vie
de nos diabétiques. Sans objets connectés, il y a beaucoup de confort qu'on aurait en moins, mais il faut bien être conscient aussi que les objets connectés arrivent avec leur lot de complications. Peut-être le plus gros problème qu'apportent les objets connectés sont les questions de cybersécurité, allant du cyberespionnage aux questions de cyber-intrusion. Vous savez qu'on peut... il y a eu des cas de vaste piratage informatique qui se faisait à travers des ventilateurs connectés, des caméras connectées, ou tout ce qu'on veut. Il y a des opérations, des expériences de prise de contrôle d'objets connectés spectaculaires. Bref, un monde compliqué dans lequel nous allons, certes, et besoin d'en être conscient et de mettre en place les standards. Développement, on ne l'arrête pas, mais on peut le contrôler et mettre en place des certificats, des labels et des règles. De la même façon qu'on a aujourd'hui un peu partout, enfin dans certains endroits en France, des règles qui disent on laisse rouler seulement les voitures qui sont plus efficaces ou plus récentes que telle date, parce qu'on ne veut pas polluer outre mesure. Voilà, je vais juste répondre à la question aussi sur les supports d'exécution, le bio-inspiré. Il est clair que les architectures informatiques que nous avons aujourd'hui sont très, très dépensières en énergie. Et on le voit, c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas de sens de comparer l'intelligence artificielle avec l'intelligence naturelle. On peut regarder ce qu'on arrive à faire les uns les autres, mais la dépense énergétique de notre cerveau est tellement ridicule comparée à ce que font les gros calculateurs qu'en termes d'efficacité, juste on est très 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 loin au-dessus. Et c'est l'une des grandes sources d'émerveillement qu'on doit avoir, à quel point la nature a été efficace par rapport à notre organisation, par rapport à la vie en général. Et le fait d'ailleurs que finalement, on est des êtres avec, reposant sur un petit nombre de gènes, finalement, pas tant que ça, avec des pouvoirs de résilience extraordinaires, avec toutes ces histoires d'accidentés qui réapprennent à vivre dans toutes sortes de conditions. Là où un ordinateur lui arrive le moindre pépin, il est bon à jeter à la poubelle. Et bien sûr que les mécanismes biologiques et les structures biologiques doivent être une inspiration pour trouver des formes de technologie plus efficaces, plus résilientes, plus économes. Allez, on se prend une nouvelle salle de questions, chers amis.